Chaque ville a son côté sombre. Près de 50 ans se sont écoulés depuis que le tueur d'enfants du comté d'Oakland a assassiné 4 enfants et semé la terreur dans toute une communauté. Il y a un tueur en série à qui on n'a jamais donné un nom que vous reconnaîtriez. Il n'a pas de surnom accrocheur qui ait fait les grands titres nationaux, et Netflix n'a pas fait de documentaire qui ait permis de résoudre l'affaire. Ce qu'il a obtenu en revanche, c'est un surnom de la part des enquêteurs qui ont passé des années à essayer de l'attraper. Ils l'ont appelé la babysitter. Et quand vous entendrez ce qu'il a fait à 4 enfants dans la banlieue de Détroit, vous comprendrez exactement pourquoi. Et c'est morbide. Il ne s'est pas contenté d'enlever ses enfants. Il les a gardés, nourris, baignés et lavé leurs vêtements. Et après ça, il les a tués et a laissé leur corps dans des endroits publics, comme s'il rendait quelque chose qui ne lui appartenait plus. Et merci de regarder Everytown, où aujourd'hui nous traquons un tueur d'enfants qui n'a jamais été arrêté. Et comme vous le découvrirez, ce que les enquêteurs ont mis au jour en essayant de le trouver est d'une façon ou d'une autre encore plus sombre que les meurtres eux-mêmes. Alors, allons dans le Michigan et plongeons dans l'histoire du tueur d'enfants du comté d'Oakland. Il existe un genre particulier de peur qui s'empare d'un endroit quand des enfants commencent à disparaître. Au début, il y a le déni. Et les gens se disent qu'il doit forcément y avoir une explication logique, un malentendu, une fugue, quelque chose qui a du sens. Et donc la peur ne frappe pas tout le monde en même temps, elle s'installe lentement. Au moment où les gens acceptent finalement ce à quoi ils ont vraiment affaire, elle est déjà partout. Dans la façon dont ils parlent à table, dans la façon dont ils regardent les inconnus dans les parkings, les murs commencent à se refermer, et chacun se demande qui pourrait être le prochain. Comté d'Oakland, Michigan, 1976. C'était une étendue de banlieue juste au nord de Détroit. À l'époque, ces quartiers avaient un rythme particulier bien différent d'aujourd'hui. Il y avait des enfants qui allaient seuls dans les épiceries du coin, qui faisaient du vélo chez un ami de l'autre côté de la ville ou s'arrêtaient à la pharmacie en rentrant juste parce qu'ils en avaient envie. Et les parents n'étaient nulle part autour et ne surveillaient certainement pas chacun de leurs mouvements, parce que pourquoi l'auraient-ils fait? Tout allait bien. C'était le genre d'endroit où on laissait son enfant de 12 ans rentrer à pied sur 4 pâtés de maison. Personne n'y pensait à 2 fois. C'était juste la vie ici. Puis un jour, un petit garçon n'est pas rentré. Il s'appelait Mark Stebbins, 12 ans. Et l'après-midi du 15 février 1976, il était à l'American Legion Hall de Ferndale. Non pas parce qu'il y était allé de son propre chef, mais parce que c'est là que travaillait sa mère. Elle était derrière le bar. Mark traînait pendant qu'elle finissait son service, comme le font les enfants quand il n'y a nulle part ailleurs où aller. Il s'ennuya et demanda à sa mère de l'argent pour aller dans le magasin de loisirs en bas de la rue, et elle dit non parce qu'il avait déjà reçu son argent de poche. Alors il demanda s'il pouvait juste rentrer à pied à la maison, regarder la télé. C'était seulement à un peu plus d'1 kilomètre. Il l'avait fait des centaines de fois. Alors elle dit oui. Mark ne rentra jamais. Sa maman appela la police ce soir-là quand elle rentra et qu'il n'était nulle part en vue. Et après ça, elle attendit. Elle continua à mettre son couvert à table pendant les quelques jours suivants, juste au cas où. Comme je l'ai dit, le déni s'insinue dans ces genres d'histoires. Et elle continua à garder espoir qu'à tout moment, elle entendrait la porte s'ouvrir et qu'il serait là. N'importe quelle mère ferait probablement la même chose. Et pendant 4 jours, elle espéra. Ce 4e jour, la police trouva le corps de Mark dans le parking d'un immeuble de bureaux à Southfield, à 4 kilomètres de chez lui. Il portait encore les mêmes vêtements qu'il avait quand il était parti. Ses poignets et ses chevilles montraient des marques de ligature. Il avait été ligoté, il avait été étranglé et il avait été agressé sexuellement. Il ne se passe pas un jour sans qu'on se demande et qu'on s'inquiète. Le pourquoi, le comment, depuis combien de temps il était mort avant que son corps soit trouvé, qui c'était, où il était, ce qu'il avait dû traverser. Il n'était pas mort depuis longtemps, ce qui signifiait qu'il avait été retenu quelque part pendant 4 jours avant d'être tué. Ce dernier détail a de l'importance, alors souvenez-vous-en, parce qu'il en aura de plus en plus au fur et à mesure que l'histoire avance. Pendant un moment, le comté d'Oakland traita la mort de Mark comme une tragédie, un crime horrible, dévastateur pour sa famille et tous ceux qui le connaissaient, mais quand même un événement isolé. Presque 1 an s'écoula. Rien d'autre ne se produisit, donc ça avait du sens, et les gens n'oublieraient jamais ce qui s'était passé, mais en même temps,
Ils avaient hâte de retrouver la façon dont les choses étaient avant. Alors c'est ce qu'ils firent. La vie essaya de retrouver son cours normal, et il n'y avait vraiment aucun moyen de savoir encore que le responsable était déjà quelque part dans ces mêmes paisibles banlieues, observant les mêmes rues et attendant. Mais c'est exactement ce qui se passait, et le 22 décembre 1976, juste 4 jours avant Noël, il fit sa prochaine victime. Jill Robinson de Royal Oak avait aussi 12 ans. Ce soir-là, elle et sa mère s'étaient disputées pour une bêtise avec le recul, et ça déclencha une série d'événements qui allaient être dévastateurs et irréversibles. On avait demandé à Jill de faire des biscuits pour le dîner, et elle avait refusé. Sa mère, frustrée et voulant lui inculquer un peu de respect, lui dit de partir et de revenir quand elle serait prête à faire partie de la famille. Et Jill, toujours rebelle, alla plus loin. Elle alla dans sa chambre, fit un sac avec des vêtements et une couverture, et partir à vélo. Le lendemain matin, son vélo fut trouvé abandonné derrière un magasin de loisirs sur Woodward Avenue. Son père appela la police à 23h30 ce soir-là, quand elle n'était toujours pas rentrée. Puis la veille de Noël passa, et le jour de Noël passa. Et puis le lendemain de Noël, le 26 décembre, un conducteur sur l'Interstate 75 à Troy aperçut quelque chose sur le bord de la route. C'était Jill. 4 jours, c'était le lendemain de Noël. Son corps apparut à Troy. Elle était morte d'un coup de fusil à la tête. Son corps avait été laissé bien en vue, visible directement depuis l'autoroute, à proximité d'un poste de police. En fait, elle avait encore son sac à dos sur le dos. Ses vêtements étaient propres et non perturbés, et elle avait été abattue au visage avec un fusil de chasse calibre 12. Mais voilà la vraie partie troublante. L'autopsie montra qu'elle avait été nourrie et prise en charge pendant au moins 3 jours avant d'être tuée. Quiconque avait pris Jill Robinson l'avait gardée en vie et retenue quelque part, nourrie, probablement en lui disant qu'il la laisserait partir si elle coopérait simplement. Et puis, ils l'ont abattue, ont laissé son corps là où il serait trouvé, comme si c'était un cadeau rendu après les fêtes. Ce n'est pas un crime impulsif, c'est autre chose. Et à partir de là, les choses ne firent qu'escalader. À peine une semaine après le début de janvier 1977, Christine Mahalish, 10 ans, quitta son domicile à Berkeley pour marcher jusqu'au 7-Eleven sur 12 Mile Road. Elle voulait un exemplaire du magazine Teen Beat. Sa mère, Deborah, avait d'abord dit non parce que 12 Mile était une route très fréquentée et que Christine devrait la traverser seule. Mais la petite insistait auprès de sa mère et finalement, elle céda. Après tout, c'était à seulement 2 pâtés de maison et c'était en plein milieu de la journée. Alors, qu'est-ce qui pouvait arriver de pire? Eh bien, Christine ne revint jamais de ce magasin. Et pendant 19 jours, sa famille attendit. Deborah passa à la télévision à plusieurs reprises, suppliant quiconque ayant des informations de se manifester. Ses petits-fils demandaient sans cesse quand leur sœur rentrerait à la maison. Des pistes arrivèrent, des recherches furent menées. Pendant tout ce temps, les gens continuaient à parler de la fille de Royal Oak et de ce qui lui était arrivé. Et puis un matin, un facteur faisant sa tournée à environ 13 km de ce magasin 7-Eleven remarqua quelque chose qui dépassait de la neige sur une route en impasse à Franklin Village. C'était une petite main, la main de Christine. Ses genoux étaient repliés, ses yeux fermés, et son corps était propre. Elle était entièrement habillée. Elle avait presque l'air paisible. Le comté d'Oakland s'inquiétait, craignant qu'un schéma sinistre ne se développe. Les pires craintes des résidents semblaient se confirmer quand Christine Mahalish, 10 ans, ne rentra jamais d'un trajet de 3 pâtés de maison jusqu'à un magasin de proximité à Berkeley. En moins de 2 semaines, elle fut aussi retrouvée morte. Cette fois à Franklin Village. Après l'autopsie, on découvrit qu'elle avait été étouffée à mort, moins de 24 heures avant d'être trouvée, même si elle avait disparu depuis près de 3 semaines. Elle avait donc été gardée en vie et prise en charge pendant tout ce temps, plus longtemps que n'importe lequel des autres enfants. Ce tueur devenait donc plus confiant. Après Christine, tout changea. Des policiers de 13 communautés se réunirent sous la direction de la police d'État du Michigan et formèrent une équipe spéciale dédiée, parce que désormais, il n'y avait plus aucun doute. Ils cherchaient un tueur en série qui s'en prenait à des enfants. Le public fut averti et les parents gardèrent les enfants à l'intérieur. Les écoles envoyèrent des lettres aux maisons. Les banlieues qui s'étaient toujours senties sûres cessèrent de l'être pratiquement du jour au lendemain. Et pourtant, personne ne le vit venir à nouveau.
Le 16 mars 1977, Timothy King, 11 ans, de Birmingham, se rendit à la pharmacie locale. C'était à seulement quelques pâtés de maison, alors il sauta sur sa planche à roulettes, descendit la rue et entra. L'employé du magasin se souvint qu'il acheta des bonbons, puis repartit. Et ce fut le dernier moment normal de sa vie. 6 jours plus tard, le 22 mars, ça se reproduisit. La victime, cette fois-ci, Timothy King, 11 ans, de Birmingham, vu pour la dernière fois dans un magasin de proximité à 3 pâtés de maison de chez lui, retrouvé quelques semaines plus tard sur le bord sombre d'une route à Lavonia. Les 4 victimes de cette affaire n'avaient jamais été abandonnées près de l'endroit où elles avaient été enlevées, mais jamais non plus à une distance impossible, toujours dans le même périmètre général, toujours dans un endroit public et toujours arrangé. Timothy avait été agressé sexuellement et étouffé environ 6 heures avant d'être trouvé. Comme les autres, il avait aussi été nettoyé et soigné. Ses vêtements avaient été lavés, et quand les enquêteurs examinèrent les résultats de son autopsie, ils découvrirent que Timothy avait mangé du Kentucky Fried Chicken peu de temps avant de mourir. Quelqu'un lui avait offert un dernier repas, un repas spécifique dans un restaurant spécifique dans les heures qui précédèrent sa mort. Donc 4 enfants, tous entre 10 et 12 ans, tous enlevés lors de moments ordinaires, un retour à pied, une balade à vélo, un trajet jusqu'à l'épicerie du coin, tous retenus captifs pendant des jours, parfois des semaines, tous nourris et baignés, et tous leurs vêtements lavés. Tous laissés dans des endroits publics où ils seraient trouvés rapidement, arrangés soigneusement, comme si quelqu'un voulait qu'ils soient découverts. C'était presque comme s'ils ressentaient une sorte d'émotion pour les victimes et ne voulaient pas qu'elles soient irrespectées dans la mort. Les garçons avaient été agressés sexuellement, les filles non. 2 avaient été étranglées, une étouffée et une abattue. Le tableau légiste qui se dégagea de tout cela n'est pas celui de quelqu'un agissant sous l'emprise de la rage ou de l'impulsion, mais d'un contrôle délibéré, patient et terrifiant. Quoi que cette personne ait fait avec ses enfants pendant les jours et les semaines où ils étaient retenus, ce n'était pas aléatoire. Chaque partie de tout ça était planifiée, et ce qui suivit devint la plus grande enquête criminelle de l'histoire des États-Unis à ce moment-là. Plus de 18 000 pistes arrivèrent et chacune fut vérifiée. Des portraits robots furent diffusés. Hommes blancs, milieu de la vingtaine à milieu de la trentaine, teint basané, cheveux en broussailles et favoris. Une AMC Gremlin bleue avait été aperçue près de l'enlèvement de Tim King. Les enquêteurs retrouvèrent et interrogèrent chaque propriétaire de Gremlin enregistré dans le comté d'Oakland. Le profil qui se dessina était celui de quelqu'un ayant une liberté de mouvement, quelqu'un qui semblait digne de confiance aux enfants et quelqu'un capable de retenir un enfant captif pendant des jours sans qu'un seul voisin ne remarque quoi que ce soit. Mais rien de tout ça ne mena nulle part. L'équipe spéciale fut dissoute en décembre 78 et à partir de là, l'affaire passa à la police d'État et 4 familles furent laissées apporter des questions auxquelles on n'a jamais répondu et auxquelles on ne répondra probablement jamais. Parce que le tueur d'enfants du comté d'Oakland n'a jamais été arrêté. Et maintenant, voilà où cette histoire prend une tournure totalement différente, parce que sans qu'une personne soit définitivement arrêtée, les gens furent livrés à la spéculation. Et il y eut des choses étranges qui se passèrent dans les jours qui suivirent les meurtres, qui ne firent que compliquer davantage les choses. Quelques semaines après la découverte du corps de Tim King, un psychiatre de l'équipe spéciale reçut une lettre anonyme. Elle était manuscrite et truffée de fautes d'orthographe, signée seulement par Allen. Allen prétendait être l'esclave sadomasochiste d'un homme nommé Frank et suggérait que Frank était le tueur. Il écrivait qu'ils avaient tous les deux servi au Vietnam, que Frank était revenu de la guerre profondément traumatisé et que les meurtres dans le riche comté d'Oakland étaient sa façon de se venger contre le genre de personnes qu'il estimait avoir envoyé des jeunes hommes comme lui mourir en Asie du Sud-Est pour rien du tout. Allen disait même qu'il avait été présent lors des enlèvements. Il disait qu'il perdait la tête, puis offrit quelque chose de remarquable, des preuves photographiques en échange de l'immunité. Il n'avait qu'une seule condition. Si le psychiatre voulait organiser une réunion, il devait faire imprimer un message codé spécifique dans le Detroit Free Press. Le psychiatre fit imprimer le code. Il organisa la réunion et se présenta au bar. Allen, lui, ne vint jamais. Cette lettre n'a jamais été complètement expliquée. Quiconque l'a écrite avait soit une connaissance directe de ces crimes, soit c'était quelqu'un de profondément perturbé,
construisant une fantaisie à partir de ce qu'il avait lu dans les journaux. Et pendant des décennies, les enquêteurs ne purent éliminer aucune de ces possibilités, et d'une certaine façon, ils ne le peuvent toujours pas. Mais les pistes qui gagnèrent le plus de terrain au fil des années ne pointaient pas vers un individu solitaire et perturbé. Elles pointaient vers quelque chose de beaucoup plus organisé et de beaucoup plus sinistre. Très loin au nord du comté d'Oakland, sur North Fox Island dans le lac Michigan, un homme d'affaires fortuné nommé Francis Sheldon dirigeait ce qu'il appelait le centre nature du frère Paul. Cet endroit était présenté comme une expérience de plein air saine pour les jeunes garçons, un endroit où ils pourraient apprendre à allumer un feu, à pêcher, toutes ces merveilleuses activités de plein air que les garçons peuvent faire dans un camp d'été. Il était dirigé par de bons hommes, voulant donner un coup de main et enseigner à la prochaine génération ce qu'il faut pour réussir. Mais en réalité, cet endroit était tout autre chose. C'était essentiellement ce dont l'île d'Epstein est accusée d'être, sauf que c'était bien avant que cet endroit n'existe, et cela n'impliquait que de jeunes garçons. Des hommes venaient sur l'île pour photographier et faire d'autres choses avec ses enfants, et des photographies tout comme Allen en avait mentionné dans sa lettre. L'étendue totale des victimes n'a jamais été publiquement établie, mais cet endroit fonctionnait pendant 2 étés entre 1975 et 1976, avant que la pression ne commence à tomber sur eux en 1977, dans le cadre de l'affaire du tueur d'enfants du comté d'Oakland. Un ancien professeur de gym nommé Gerald Richards fut la seule personne jamais inculpée en lien avec ce qui s'est passé sur cette île. Francis Sheldon, lui, quitta le pays avant de pouvoir être poursuivi. Parti, comme ça. Quant à la façon dont cette île dans le nord du Michigan est liée à 4 enfants assassinés dans la banlieue de Détroit, tout passe par un homme nommé Christopher Bush. Chris Bush avait 26 ans en 1977. Son père, Harold Lee Bush, était un cadre supérieur chez GM. Et Chris avait déjà été condamné pour des crimes d'agression contre des enfants, 4 accusations distinctes en fait, et pourtant n'avait jamais passé une seule nuit en prison. Pas une seule. Selon la journaliste Marney Keenan, qui a passé 26 ans à enquêter sur cette affaire pour le Detroit News, Harold avait payé un avocat de la défense pour qu'il vole à travers le Michigan dans un avion privé, arrangeant des accords de déferment pour son fils à chaque fois qu'il était inculpé. Chaque fois. Et Chris s'en tirait juste avec une mise à l'épreuve. Son père postait toujours la caution, et Chris Bush s'en allait. Donc, à partir de là, il était libre de faire ce qu'il voulait, n'apprenant jamais de dures leçons et n'étant jamais réformé. Et il se trouvait qu'il était un bon ami de nul autre que Francis Sheldon, et le nom de Chris apparaissait dans les dossiers de clients liés à l'opération de l'île. Fin janvier 1977, alors que Christine Mahalish était toujours portée disparue et que Timothy King était encore en vie, Chris Bush fut convoqué pour être interrogé en lien avec les meurtres du comté d'Oakland. Un enquêteur principal de l'équipe spéciale alla l'interroger personnellement, et Chris réussit un test polygraphique, puis fut relâché. Quelques semaines plus tard, Timothy King disparut. Et il y a plus. Bush avait un ami proche nommé Greg Green, qui avait lui-même des antécédents d'actes inappropriés avec des enfants et des condamnations pour ça en Californie. Sous interrogatoire, Green rapporta prétendument à la police que Chris avait personnellement assassiné Mark Stebbins, la première victime. Pourtant, rien ne se passa. Personne ne fut inculpé. Chris s'en tira à nouveau. Et il faut se demander pourquoi. En novembre 1978, environ 20 mois après le dernier meurtre du comté d'Oakland, Chris fut retrouvé mort dans sa chambre d'une seule blessure par balle à la tête, et ça ressemblait à un suicide. Dans cette pièce, ils trouvèrent des ligatures tachées de sang et épinglées au mur, un croquis au crayon d'un garçon en train de crier. Et le frère de Mark Stebbins regarda ce dessin et dit qu'il ressemblait exactement à son frère. Les familles des victimes ne furent jamais même informées de tout ça, ni du dessin, ni des cordes ensanglantés. Ils ne le surent pas pendant des décennies. Quand ils l'apprirent finalement, les questions commencèrent à affluer rapidement. Pourquoi ça n'avait-il pas été traité comme significatif à l'époque? Et pourquoi les familles n'avaient-elles pas été informées? Et pourquoi tant de preuves liées à Bush semblaient-elles avoir disparu? Parce que voilà la chose. Quand les enquêteurs finirent par aller chercher ces cordes tachées de sang, elles avaient disparu. Juste disparu. Elles avaient été enregistrées dans un casier à preuves, puis ne furent plus jamais vues. En 2012, des tests ADN innocièrent officiellement Bush comme tueur.
Son ADN ne correspondait pas aux preuves récupérées sur la victime, donc ce n'était pas lui. Mais ça laisse quand même beaucoup de questions sur ce qu'il savait, à qui il était connecté, et s'il était impliqué d'une façon ou d'une autre, peu importe ce que l'ADN disait. Et Bush n'est pas le seul nom qui revient sans cesse. Arch Sloan était un homme qui passa des décennies à cibler de jeunes garçons dans son propre quartier dans le Michigan. Et il avait grandi à Southfield, exactement la même ville où le corps de Mark Stebbins avait été trouvé. Cet homme devint un suspect sérieux quand l'analyse légiste de sa Pontiac Bonneville 1966 révéla quelque chose de très intéressant. Des cheveux trouvés dans la Pontiac Bonneville 1966 de Sloan avaient le même profil d'ADN mitochondrial que des cheveux trouvés sur 2 des victimes du tueur d'enfants. Les cheveux ne correspondent pas à Sloan, mais les détectives voulaient savoir qui d'autre avait pu utiliser le véhicule de Sloan. C'est quelqu'un dont l'identité n'a jamais été publiquement confirmée. Sloan a maintenant 84 ans. Il purge actuellement 2 peines de réclusion à perpétuité pour des actes inappropriés sur un enfant de 10 ans. Ce garçon était le fils d'un collègue de travail, et Sloan avait demandé s'il pouvait emmener l'enfant pêcher un jour. C'est à ce moment-là que le crime eut lieu. Et ça rappelle beaucoup le genre de tactique employée au centre nature du frère Paul. Sloan a échoué à des tests polygraphiques liés au meurtre du comté d'Oakland en 2010 et 2012, mais n'a jamais été inculpé en lien avec les meurtres. Donc, quand vous superposez tout ça, Bush, Sloan, Green, l'opération de North Fox Island, cette lettre d'Allen, les cordes tachées de sang qui ont disparu, le dessin sur le mur, ce que vous obtenez n'est pas le profil d'un seul prédateur solitaire travaillant en isolation. Ce que vous obtenez ressemble beaucoup plus à un réseau. Un groupe d'hommes connectés par des crimes partagés contre des enfants, connectés par la géographie et par une culture d'abus qui opérait dans le Michigan depuis des années. Et quelque part à l'intérieur de ce réseau, 4 enfants furent tués. Alors où en est-on 50 ans plus tard? La police d'État du Michigan confirme que l'affaire est toujours ouverte. Ils disent que de nouvelles pistes arrivent toujours et que les preuves sont réévaluées au fur et à mesure que la technologie légiste progresse. C'est tout vrai, mais voilà ce qui est aussi vrai. Les familles des victimes disent que la MSP ne les a pas contactés de façon significative depuis des années. La dernière vraie communication remontait à environ 2016 ou 2017. Depuis, c'est le silence. Et l'ADN aurait dû résoudre ça maintenant. Vraiment. La technologie existe et les preuves existent. Ce cheveu récupéré dans la voiture d'Arch Sloan, les cheveux trouvés sur les corps de 2 victimes. Il y a un profil ADN construit à partir d'échantillons prélevés sur la scène du crime. Tout ça pointe vers un seul homme inconnu, ce qui signifie soit qu'il n'a jamais été arrêté pour quoi que ce soit d'autre dans toute sa vie, et que toute sa famille n'a jamais soumis son ADN pour rechercher des arbres généalogiques, soit que quelqu'un s'est assuré que son nom ne se retrouve jamais là où il pourrait être trouvé. Dans 2 affaires qui n'ont jamais été officiellement liées à la série du comté d'Oakland, mais qui n'ont jamais été complètement écartées non plus. Une jeune fille de 17 ans nommée Donna Sabre, enlevée alors qu'elle faisait de l'autostop dans le comté de Macomb en 1972, retenue pendant des jours, droguée, étranglée, son corps retrouvé face contre terre dans un ruisseau, et une jeune fille de 13 ans nommée Jane Allan, qui disparut en 1976 alors qu'elle faisait de l'autostop entre Pontiac et Royal Oak, retrouvée 4 jours plus tard dans une rivière en Ohio. Elle avait les poignets liés dans le dos, morte d'empoisonnement au monoxyde de carbone. Les 2 affaires partagent trop de caractéristiques avec les meurtres confirmés pour être ignorées. Aucune des 2 n'a été officiellement incluse dans la série, et aucune des 2 n'a été résolue. Si la véritable étendue de ce qui s'est passé ici dépasse 4 victimes, s'il y avait plus d'enfants, plus de familles, plus de preuves assises dans des dossiers que personne n'a entièrement recoupés, alors ce qui s'est passé dans le comté d'Oakland entre 76 et 77 est encore plus sombre que ce que les archives montrent actuellement. Les archives sont déjà aussi sombres qu'elles peuvent l'être, et 50 ans ont passé. Les personnes qui savaient ce qui s'est passé sont soit mortes, soit très vieilles, et ne parlent pas. Les preuves se sont détériorées, et certaines d'entre elles, comme ces cordes tachées de sang de l'appartement de Bush, ont tout simplement disparu. Les banlieues au nord de Détroit ont un aspect complètement différent maintenant. Le monde a un aspect complètement différent. Et pourtant, pas une seule personne n'a jamais été inculpée pour le meurtre de Mark Stebbins, Jill Robinson, Christine Mahalik ou Timothy King. L'affaire est toujours ouverte. Si vous savez quoi que ce soit,
la police d'État du Michigan peut être contactée au 1-855-MICHTIP. Voilà, c'est tout pour l'épisode de cette semaine d'Everytown. Je vous remercie d'avoir regardé. Si vous avez aimé regarder, alors je vous invite à jeter un coup d'œil à toutes les autres histoires folles que nous avons en réserve pour vous. Et pour la plus récente, n'oubliez pas de revenir la semaine prochaine pour un autre épisode d'Everytown, rempli d'histoires effrayantes, étranges et mystérieuses. Parce qu'on ne sait jamais, peut-être que votre ville sera la prochaine.